Une sorte de match amical entre deux responsables de collection. Alors moi je suis le vase étrusque à rouleau. J'ai été créée à Sèvres entre 1810 et 1813 et je suis le fruit d'un travail collectif entre un architecte, un sculpteur, des peintres, des bronziers et je suis rentrée au musée de Sèvres en 1835 sous le doux numéro de 1823. Comme moi, tu as la forme d'un cratère à volute, ni plus ni moins. C'est que j'ai près de 2350 ans tout de même. J'ai vu le jour dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, vers 330 avant notre ère. On a surnommé celui qui m'a peint le peintre de Sèvres I. Je suis donc ce que l'on appelle un vase éponyme, celui qui a donné son nom à un peintre, à une main. Et pourquoi ce 1, ce numéro 1 ? Parce que je suis le premier, pardi, le premier objet entré dans les collections du musée de Sèvres. Je suis arrivée à la manufacture avec 525 autres confrères en 1786 pour servir de modèle aux artisans. J'ai une très longue histoire, bien plus que toi naturellement. Je viens donc des Pouilles, le talon de la botte. J'ai connu l'heure de gloire de la céramique italiote. Des Grecs, mais aussi des Doniens, c'est ainsi que s'appelaient les habitants de ma contrée, ont fondé des ateliers très productifs. C'est apparemment là que j'ai été fabriquée et que j'ai été retrouvée. Malheureusement, aucune information précise n'a été donnée sur le contexte de ma découverte. Mais comme beaucoup d'autres de mes congénères, j'ai vraisemblablement été retrouvée dans une tombe à la fin du XVIIIe siècle. Ces Étrusques, dont il est sans cesse question, vivent au nord de l'Italie, autour de Florence. Rien à voir donc. Mais cette appellation malheureuse du XVIIIe siècle me colle à la peau encore aujourd'hui. Je suis là de réexpliquer sans cesse la différence. Et à vrai dire, moi, mon histoire est un petit peu plus prestigieuse. Parce que oui, j'étais destinée à un palais impérial. Quoi qu'il en soit, j'ai failli quand même être détruit en 1814 parce que j'ai été terminée à cette date et malheureusement, l'empereur était déchu. Brognard a loué mes qualités esthétiques, mes qualités techniques. Il m'a même présenté au successeur de Napoléon, le roi Louis XVIII, lors d'une visite en avril 1815. Et pour ne pas le vexer, froisser, il y avait le profil de Napoléon, il le fait remplacer par un profil de François Ier. On m'appelle vase, mais en fait, je n'en suis pas réellement. Il est hors de question de me salir et de recueillir un bouquet de fleurs. Non, je suis plutôt un vase de célébration, car sur ma frise est représentée l'entrée à Paris des œuvres destinées au musée Napoléon, à la manière d'un triomphe romain. Donc c'est une évocation, presque une description de la fête de la liberté des arts qui a eu lieu en 1798 sur le Champ de Mars, pour accueillir les œuvres que l'armée française a ramenées d'Italie suite aux campagnes des généraux. Donc c'est une sorte de démocratisation culturelle avant l'heure, puisque le gouvernement de l'époque, le Directoire, souhaitait offrir toutes ces œuvres les plus célèbres de la Renaissance et de l'Antiquité au peuple français. Et on considérait, suite à la Révolution, que Paris et la France étaient le pays libre. Je suis une sorte de vase libre et égalitaire. Je ne suis pas non plus qu'un vase de propagande. Je suis aussi la preuve vivante du talent et des savoir-faire de Sèvres et de la manufacture. D'ailleurs, le directeur Alexandre Brognard écrivait dès 1814 que j'étais le plus beau vase qui soit sorti des ateliers. D'abord, moi non plus, je ne suis pas un vase à fleurs, je suis un vase funéraire. Enfin, mes ancêtres étaient des cratères, utilisés dans les banquets. Du grec ancien, kratéo, mélangé. On y mêlait le vin avec de l'eau, des herbes et parfois aussi du miel. Car les Grecs ne buvaient jamais le vin pur. L'idée n'était pas d'être ivre, mais de tenir toute la soirée. Et puis, il faut reconnaître que leur vin était une vraie piquette. Comme on organisait des banquets au moment des funérailles, on s'est mis à placer les cratères, utilisés dans ces circonstances, à l'intérieur des tombes. Plus ils étaient grands, plus le prestige du défunt était important. Puis les artisans se sont mis à produire des vases uniquement destinés à accompagner les morts. C'est mon cas. Je n'ai sans doute jamais contenu la moindre goutte de vin.
Par contre, j'ai servi à afficher la richesse de la famille du défunt, car ma silhouette en impose. Pourtant, j'ai été réalisée dans un matériau très commun et bon marché. Une argile locale qui a été extraite des environs de Tarente peut-être. Comme je suis très grand, plus de 70 cm, j'ai été fabriquée en plusieurs parties. L'embouchure, le col, la panse et le pied. Quant à mes anses, elles ont été moulées. Tous ces éléments ont été soudés ensemble avec une argile délayée que l'on appelle la barbotine. Après mon passage entre les mains du peintre, on m'a mis au four pour une cuisson entre 800 et 900 degrés. Malheureusement, les fours à évent nécessitent une grande maîtrise, difficile de contrôler la température. Et je me suis fendue à la cuisson au niveau du col. Mais moi, je suis fait en porcelaine dure, un matériau qu'on enviait aux Chinois depuis des siècles. Les Européens recherchaient à tout prix à fabriquer de la porcelaine depuis plusieurs centaines d'années. C'était une véritable course à l'or blanc dans toute l'Europe. Et la manufacture de Sèvres maîtrise la fabrication depuis une quarantaine d'années quand je prends forme. Et en effet, la découverte d'un gisement de kaolin près de Limoges en 1768 a enfin permis aux Français de fabriquer leur propre porcelaine et du coup d'éviter les coûteuses importations de Chine et aussi faire un petit pied de nez à Meissen, la voisine allemande, qui, elle, produisait de la porcelaine depuis 1710. Et puis, je suis également, comme vous avez pu voir, recouvert d'or, bien sûr, des mots peints colorés, ce qui sous-entend de nombreuses cuissons, puisque tous ces couvertes ne cuisent pas à la même température. Donc ce sont des cuissons dégressives, mais à chaque cuisson, c'est un risque de casse. Donc c'est une véritable prouesse technique que d'avoir tous ces émaux, tout cet or et ces différents éléments effectivement qui sont assemblés. Car il faut ajouter à ma porcelaine du bronze et du métal. Donc ce mélange m'a permis d'avoir une taille imposante, je fais 1,27 m, ce qui est grand pour un vase, et un diamètre de 84 cm. Seulement, ce mélange a aussi causé quelques soucis, car les phénomènes de dilatation du métal ne sont évidemment pas les mêmes que ceux de la porcelaine, qui, elle, ne bouge très peu dans le temps, alors que le métal, lui, se dilate. Du coup, pendant un certain temps, je suis très fragile et j'ai même été déstabilisée. J'ai même perdu mon axe et je n'avais plus les yeux en face des trous. Heureusement, une récente restauration m'a démontée et depuis, je trône joyeusement dans la salle d'à côté. Tu n'as pas le monopole des blessures de guerre. Moi aussi, on m'a bichonné, on m'a réparé. Jusque dans les années 80, ma fente était camouflée avec du plâtre et un décor illusionniste. Je n'ai retrouvé mon aspect initial qu'en 1989, car dès l'Antiquité, on m'a mis des agrafes et au XVIIIe ou au XIXe siècle, on a masqué ma faille. Impensable à l'époque de présenter un vase avec des défauts. En réalité, nous ne sommes pas décorés avec une peinture ou des oxydes métalliques, pas du tout. De l'argile, rien que de l'argile, toujours de l'argile, délayée, certes, dans de l'eau et de la potasse. Cette sorte de crème brune était appliquée au pinceau, là où l'on désirait que le fond soit noir, et pour dessiner un certain nombre de détails. Ensuite, il fallait une très bonne cuisson. C'est là tout le secret. Une première cuisson à 800 degrés dans une atmosphère oxydante, c'est-à-dire que c'est un four avec des évents. En fait, on laisse les vents ouverts, donc l'oxygène entre dans le four. Donc là, ça prend déjà quelques heures. Puis, on va faire augmenter la température, on va passer à 950 degrés en atmosphère réductrice, c'est-à-dire qu'on ferme les évents, il n'y a plus d'oxygène. Et en plus, on a ajouté des végétaux, du bois vert pour qu'il y ait de la fumée dans le four. Que va-t-il se passer? On va avoir du monoxyde de carbone qui va donc être dégagé et ça va produire une réaction au niveau de l'argile. Dans l'argile, mon argile elle est assez rouge, il y a des oxydes de fer. L'oxyde en fait ferrique va devenir un oxyde ferreux. L'oxyde ferreux, il est noir. Donc vous imaginez, au départ, ce vase, il est tout rouge.
On coupe l'arrivée d'oxygène, il devient tout noir. Vous allez me dire, oui, mais là, il est rouge et noir. Noir. Comment ai-je fait pour être rouge et noir? Eh bien, tout d'abord, lors de cette cuisson, en fait, où tout devient noir, le décor qui a été appliqué, là, cette crème brune, en fait, se vitrifie. Ça devient comme du verre et ça devient très brillant. Par la suite, après quelques heures de cuisson, on rouvre les évents et on est toujours aux alentours de 900 degrés, mais on remet de l'oxygène. Le vase va redevenir rouge, mais pas partout. Là où, en fait, la fine couche d'argile s'est vitrifiée, la couleur noire, en quelque sorte, a été capturée. Et donc, cela va rester noir. C'est le secret, finalement, des vases à figure rouge et noire grecque. Je sais pas vous, mais en rouge et noir, c'est un peu démodé comme couleur. Moi, j'ai de l'or, j'adore l'or. En fait, je suis parée d'or 24 carats, d'un lago qui est réduit en poudre au laboratoire de la manufacture et qui est ensuite posé au pinceau et puis frotté avec des pierres semi-précieuses. Il faut au moins ça pour ma petite panse. Et puis, au final, je l'offre des effets brillants qui peuvent être également brunis. En clair, je brille, je fais des étincelles, je scintille. Et du platine avait même été envisagé par Brongniart Père. J'aurais été d'un luxe inouï. Pas besoin d'or pour être majestueux. Regardez-moi bien, dans les anses, s'il vous plaît. Messieurs, dames, admirez mon profil. Mon nom, cratère à volute, vient de mes anses qui s'enroulent délicieusement autour de médaillons représentant des têtes de gorgones. Soyez prudents en les admirant, car elles ont une fonction défensive. Comment? Vous ne connaissez pas ce mythe? Le mythe de la gorgone? Mais vous méritez d'être changé en statue de pierre. Allez donc voir de quoi il s'agit. Il s'agit d'éloigner les mauvais esprits et les voleurs, les pilleurs de tombes. Je suis donc équipée d'un antivol. Et avez-vous remarqué les têtes de cygnes qui sortent ainsi au départ de mes anses en étrier? N'est-ce pas raffiné? Mais fermons cette parenthèse et revenons à ma forme générale. Monumentale, altier sur mon pied haut, rehaussé par mes belles volutes et imposant par ma large panse, je correspondais tout à fait à la volonté d'apparat des élites locales de Grande Grèce, donc du sud de l'Italie dans l'Antiquité. Moi, j'ai été dessinée en 1808 par Charles Percier, qui est l'architecte de Napoléon. On lui doit entre autres choses la rue de Rivoli et l'arc du Carrousel du Louvre. Et c'est un architecte qui s'inspire de l'antique et de vases, effectivement, aussi, qu'on appelle vulgairement étrusques, comme toi. Voilà. Bah oui, il faut reconnaître que c'est toi, mon modèle, mon ancêtre. Est-ce que je peux t'appeler mon vieux? Non? Ça va, oui. À Sèvres, on respecte ses ancêtres, on s'en inspire, on les copie, on les étudie. Brongniart est un explorateur de la céramique. Il veut comprendre toutes les céramiques de tout temps, de toute provenance, et il les collecte en tant que source d'inspiration et donne ainsi naissance au lieu dans lequel vous êtes, en 1824, au premier musée consacré aux arts céramiques et vitriques. Et tu en fais partie, n'est-ce pas? Pas qu'un peu, je suis le numéro 1. C'est vrai que mon décor n'est pas aussi grandiose que le tien. D'ailleurs, Monsieur Lagrenet trouvait que mes ornements et figures avaient été grossièrement ébauchés. Il pensait que c'était parce que j'étais fait pour être vue de très loin. En fait, pas du tout. J'ai été surtout conçue, comme vous avez pu le comprendre, pour ne pas être vue du tout. J'étais cachée dans une tombe. Heureusement que Denon m'a permis de revoir la lumière du jour. Mes mascarons à tête de gorgone ont été badigeonnés à la va-vite et au revers, les cheveux là, de la gorgone n'ont même pas été peints. Le décor de ma face principale, qui plus est... Voilà. Oui, c'est la face principale, mais on a un peu honte de la montrer. Ce décor principal est totalement inachevé. Il y a donc au centre de la panse
un petit temple qui abrite une femme tenant un cygne. Alors certains disent qu'il s'agit de Léda, une femme que Zeus aurait séduite en prenant l'apparence d'un cygne. D'autres disent qu'il s'agit d'Aphrodite. Je ne rentrerai pas dans ce débat sur mes tatouages. Et au niveau du col, entre Rinceau et Palmette, on avait ici une tête de femme. Il s'agissait sans doute d'une représentation de Nike, la victoire, vous savez, enfin, comme sur vos baskets Nike, en fait c'est la même chose, c'est juste que c'est prononcé à l'anglaise. Donc pourquoi cette victoire? Parce que le défunt espère vaincre la mort, accéder aux Champs-Élysées, non pas ceux de Paris. Les Champs-Élysées, c'est l'au-delà bienheureux des Grecs, leur paradis. Alors au revers, attention, tour de passe-passe. Donc au revers, le décor est un peu plus soigné. Une tête de femme aux cheveux relevés à l'aide d'une étoffe. On appelle ça le kécriphale, vous n'êtes pas obligé de retenir, est entourée de motifs végétaux, mais aussi d'accessoires féminins comme un coffret, ici, ou un tambourin. Vous pourrez vous approcher ensuite pour venir voir le vase de plus près. La forme de l'œil de cette femme et la position de son sourcil sont typiques du peintre de Sèvres I. Croyez-moi, ça c'est une affaire de spécialistes qui se demandent si le sourcil est plus ou moins près de la pupille. L'ensemble de ces éléments, en tout cas, amène les archéologues à penser que j'étais destinée à honorer une défunte. La femme, dans le petit temple donc derrière, représente sans doute la version idéalisée de la défunte. Si j'avais été destinée à un homme, un héros, un guerrier, un cavalier aurait pu être représenté dans ce petit temple. Mais pourquoi tant de précipitation? Pourquoi cet inachèvement? Pourquoi les rehausses blancs, jaunes, rouges, habituels en fait dans la céramique italiote, n'ont-ils pas été appliqués sur ma panse? Ont-ils disparu? La famille du défunt a-t-elle été pressée? La mort a-t-elle été brutale? Ne suis-je qu'une esquisse, fendue de surcroît, acquise à bas coût? Ou alors les indigènes ne s'intéressaient-ils qu'au revers plutôt qu'à la face principale, car je ne suis pas le seul à avoir été retrouvé dans cet état? Autant de questions en suspens auxquelles les scientifiques essaieront de répondre ces prochaines années. Je conserve donc encore toute ma part de mystère. En fait, pour être honnête, tu n'es pas fini, quoi. C'est ça. Voilà. Moi, c'est vrai, j'ai eu plus de chance parce que j'ai eu Brognard pour coordonner tous les acteurs de ma création. Il a fait la commande de la frise à un sculpteur qui s'appelle Achille Valois. Ensuite, il m'a fait exécuter et adapter par un peintre d'histoire assez renommé au début du 19e, Antoine Béranger. Et puis, il a également demandé à son propre père, qui est Brognard, qui s'appelle pareil, Alexandre Brognard, mais Théodore, lui, de faire les motifs des médaillons, et puis les feuilles d'eau, les palmettes, le semis d'abeilles, et qui ont été exécutés par d'autres peintres de Sèvres, Boulmier, Moreau et Durosé pour la dorure. Donc un vrai travail collectif, collaboratif, tout sous la tutelle de Brognard. C'est un peu mon papa en fait, c'est lui. Et comme tu peux le voir, ces motifs sont tirés du répertoire antique, puisque on a vu tout à l'heure les palmettes, on retrouve les mêmes palmettes que sur ce vase-là, mais aussi des médaillons qui sont traités à la manière des camées, donc ces petites pierres avec des semi-précieuses dans lesquelles on taillait des profils, et on retrouve en plus des profils de héros grecs. Donc tu vois, je respecte mes pères, je m'inscris cependant dans la modernité, puisque effectivement j'ai le profil normalement de Napoléon à l'origine, et puis j'ai le petit semis d'abeille que vous voyez ici. Et l'abeille est l'animal héraldique de Napoléon. C'est pour lui un symbole d'immortalité et de résurrection, et c'est aussi considéré comme l'animal, le symbole, en fait, un des plus vieux symboles des souverains de France. Donc Napoléon s'inscrit dans l'héritage de l'histoire française. C'est presque une véritable bande dessinée, c'est comme un reportage photographique de la fête dont je vous ai parlé tout à l'heure. On reconnaît très bien toutes les œuvres qui ont été soustraites au Vatican. Donc si on commence, on a le Jupiter qui est ici. Si on suit le cortège, on a la Transfiguration de Raphaël, qui est le grand tableau que vous voyez derrière les chevaux, l'Apollon du Belvédère, des manuscrits aussi du Vatican, et vous avez une Vénus ici, normalement la Vénus du Capitole.
Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que pour me rendre encore plus vivant, la scène pouvait tourner, c'est-à-dire que le fondeur de la fontaine m'avait équipé d'un système rotatif. Et du coup, la frise pouvait entièrement tourner. On peut encore le faire avec une petite clé. Malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, je suis un petit peu fragile, donc on évite. Mais si vous voulez, il y a un film sur moi qui est diffusé dans cette salle, donc vous pourrez me voir tourner et vous verrez, c'est un vrai défilé. À vrai dire, je déteste faire potiche. Voilà. Merci à tous. Voilà.